Alors bonsoir, mercredi 18 h. J'espère que tout le monde se porte bien et que tout le monde est bien abonné à la chaîne de POA, c'est important. Aujourd'hui, Toyota GT86 et aujourd'hui c'est Gauthier qui va nous la présenter. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien et vous? Écoute, super bien. Comme d'habitude, on commence par le petit détail. C'est quoi ton petit détail sur ta GT86? Petit détail, c'est un petit signe que tous les possesseurs de 86 aiment. C'est ce petit logo qui reprend tout l'esprit de la voiture. C'est un petit logo simple et unique à ce modèle qui représente l'architecture du moteur, qui reprend le nom du modèle, donc 86. Et dans ce nom, on retrouve une petite particularité, c'est qu'on trouve 4 roues qui sont en glisse, parce que c'est l'ADN du véhicule. Donc ça c'est le 8, ça c'est le 6. C'est ça. Là on a les pistons, c'est ça. Moteur Boxster, Oui. à plat, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Et j'avais jamais capté, donc du coup pour toi c'est les 4 roues qui sont en train de faire du drift un peu quoi. C'est le signe de la voiture. Bon, on va commencer par les basiques parce que c'est une voiture qui n'est pas non plus hyper connue, qui est un peu exclusive. Ouais. Quelle est cette voiture, le modèle, son année, le moteur? Alors c'est une Toyota GT86 de 2013, une phase 1. Donc c'est un petit coupé sportif de 200 chevaux avec un moteur Boxer 4 cylindres à plat, avec un centre de gravité très bas, ce qui fait que ça lui donne un côté sportif et péchu qu'on ne trouve pas dans les autres modèles Toyota. Ouais. C'est la seule Toyota moderne, entre guillemets, qui a cette caractéristique. Parce que l'idée de Toyota, c'était de faire revivre la AE86, donc la Toyota qu'on connaît comme Toyota Corolla chez nous. On a une vidéo sur POA, je vous invite à la regarder. Je ne sais pas si elle est brandée Initial D, celle que vous avez. Si, il a tout, avec voilà. le truc de tofu à côté et tout. Donc la voiture blanche, avec différents stages. Après, elle a un capot carbone et tout. Et pour ceux qui connaissent Initial D, alors il y a un animé, il y a un film et tout. Enfin, le fait qu'il fasse des clins d'œil à Initial D, enfin, il y a surtout à la 86, c'est quand même, c'est super sympa quoi, le côté japonais. Ouais, elle en a plusieurs des clins d'œil aussi. Elle a beaucoup de clins d'œil. En fait, c'est une lettre d'amour de Toyota envers les modèles iconiques sportifs de la marque. Et sur la voiture, comment on peut le voir? Je sais qu'il y a une autre voiture aussi. Alors, c'est un clin d'œil à la 2000 GT. Il faut savoir que quand le chef de projet a décidé de lancer ce projet, il a récupéré au musée Toyota une 2000 GT, qui est un coupé des années 70, qui est magnifique. Et il l'a mis dans l'atelier pour que les designers s'en inspirent. Et il s'en est surtout sorti ce dessin de vitre qui est exactement le même que la 2000 GT. C'est un petit clin d'œil qui fait beaucoup de choses, je trouve. Il y a d'autres clins d'œil sur le design, à part le 86, est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors il y a un petit détail qui est très japonais. J'ai pourtant potassé sur beaucoup de forums, j'ai regardé beaucoup de choses, je ne trouve pas la raison. Ouais. On a ce T ici, sur le phare anti-brouillard, ce symbole, ok, d'accord. Tu vas le retrouver partout dans la voiture. Okay. Tu vas le retrouver sur la calandre. Mais tu ne sais pas pourquoi alors que tu as potassé comme pas possible et encore il y a 5 minutes tu potassais. Même sur le bouquin officiel, à part que c'est un élément stylistique, je n'ai pas la raison. Okay. Est-ce que c'est pour Toyota? Est-ce que c'est pour le nom du designer en chef? Je ne sais pas. Donc on le retrouve ici. Okay, sur toute la calandre. Okay, là, je m'en rends plus compte. D'accord. Donc la calandre, donc l'espèce de nid d'abeille, a aussi cette forme. On va le retrouver à l'intérieur. On va le retrouver sur le siège, sur le bandeau du siège ici. On retrouve le logo. Ah ouais, effectivement. On le retrouve sur les tapis de sol. On le retrouve au compteur. Attends, j'arrive parce que je vois pas. Hop. Autour du compteur blanc. Okay. On va le trouver en face de toi sur le panneau façon carbone, qui est en fait partout, effectivement. On va le retrouver ici, sur les garnitures. C'est typiquement japonais. C'est le genre de détail où ils ont poussé cette idée d'avoir un symbole, une répétition de symbole, et de la présenter partout. Je crois qu'on l'a aussi là, dans la garniture de porte, ici. On l'a un petit peu partout. Ah oui, ouais, bien sûr. Alors, je ne sais pas s'il y a une raison... s'il y a un vrai signe. Et est-ce que tu me disais aussi, génial. Par rapport à la grand-mère, si j'ose dire, l'horloge c'est la même? C'est ça. Il y a un petit clin d'œil à la AE86, c'est que l'horloge est une petite horloge qui est... c'est trop mignon, ouais, vraiment à l'ancienne. À années 80. On va se remettre derrière. J'ai vu d'ailleurs, il y a certains trucs, c'est comme sur ma voiture. C'est le régulateur de vitesse, on a le même et tout, c'est toujours... C'est la même famille. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout bête, mais le Toyota est tout petit. Tu me disais, très souvent, il l'enlevait. Tu croises beaucoup de voitures où les gens les désiglent.
Et je trouve ça dommage d'enlever... c'est un modèle qui est tellement rare en France que je trouve ça intéressant de garder les logos pour que les gens se disent « Ah bah Toyota, c'est pas que la Yaris en fait. Il y a aussi des modèles sportifs, il y a aussi des modèles qui sortent du commun. » Même quand je fais souvent des rassemblements autour de Lille, même en rassemblement, c'est une voiture qui n'est pas très connue. Ah ouais, bon, en même temps, il n'y en a pas des masses. Donc, il n'y en a forcément. pas beaucoup. On va revenir un peu sur l'histoire de la voiture, parce que tu vois, on parle de Toyota. Il n'y a pas que Toyota en fait dans cette histoire. C'est ça. Et le cahier des charges, il était très simple pour le coup. C'est ça. En fait, c'est le fruit d'une réflexion et d'un travail qui a été fait entre Subaru et Toyota, qui ont décidé de créer un coupé sportif abordable, donc moins cher qu'une Supra, moins cher que des grosses japonaises qu'on connaît, et de faire une mécanique simple, faire une voiture légère, et en gros, faire une voiture école du drift, école du pilotage. C'est incroyable quand même, école du drift, tu te rends compte? C'est l'ADN même de la voiture. L'idée, donc, c'était d'utiliser ce que Subaru sait bien faire, c'est-à-dire les moteurs à plat 4 cylindres. On va ouvrir le capot, comme ça on le verra en même temps. Et en même temps, en gros, en tout cas en Europe, de ne pas dépasser la barre des 35 000 € à peu près. Alors, elle était proposée, c'est ça, à un tout petit peu moins de 35 000 € neuf, hors malus écologique. Donc, en gros, c'est le prix d'une Mégane, d'une Golf avec des options. C'est ça. Ouais. Et ça paraît quand même fou aujourd'hui. Toutes les voitures qu'on essaye sur POA, on se le dit avec Renault, tous les SUV, les trucs, maintenant, le nouveau truc, c'est 50 000 €. C'est ça. Ah, mais toutes les voitures sont à 50 000 € quoi. Donc là, 34 000 €, tu avais donc 200 chevaux. 200 chevaux. Un petit peu moins en réalité, mais sur le papier, 200 chevaux. Et ce qui est amusant, c'est que tout est très accessible, tout est très facile, tout est apparent. Il y a beaucoup de place aussi. Il y a énormément de place parce que c'est une voiture qui, à la base, a été conçue pour être upgradée, pour être modifiée. Okay. Au Japon, ils la vendaient comme une voiture, vous achetez la base, et on peut, il y a différents préparateurs qui ont des kits carrosserie qui sont déjà prêts, qui ont des kits turbo, des kits compresseurs. On peut changer entièrement la voiture relativement facilement. Moi je suis novice en mécanique, je suis capable de faire la vidange, de changer le filtre à huile moi-même, de changer beaucoup de choses parce que tout est... Tu peux le faire à la main là. On le fait à la main. Le filtre à air ici, c'est hyper simple à faire. L'entretien est très facile à faire parce qu'on a beaucoup de place. Tout est fait pour qu'on puisse enlever les éléments qui ne nous plaisent pas et qu'on puisse recommencer et transformer la voiture. Et tu me disais qu'au Japon, par exemple, tu as une version où tu as limites des jantes tôle, le bouclier n'est pas peint, le but c'est d'avoir la moins chère possible. La version de base. C'est ça, la version de base la moins chère au Japon était proposée au catalogue. Alors j'ai pas réussi à trouver les prix, mais elle était proposée avec les pare-chocs avant, arrière et latéraux en plastique non peint, des jantes en tôle et l'intérieur vidé. Parce qu'ils savaient très bien que le cahier des charges de la voiture était que les gars allaient la récupérer, l'emmener chez un préparateur et en faire un monstre. Et l'idée du véhicule, c'est le même que sur la AE86, c'est de pouvoir entièrement la personnaliser très facilement. Il y a un catalogue de pièces qui est incroyable. Tous les préparateurs japonais s'y sont essayés. Il y a, je sais pas, il doit y avoir une centaine de kits carrosserie possibles. Changer les phares, changer la ligne d'échappement, l'intérieur, c'est assez incroyable. On n'en trouve pas une identique parce que c'est l'image de la voiture, c'est l'identité de la voiture, c'est de la personnaliser, de la faire à sa sauce. Le moteur Subaru, c'est un moteur d'Impreza, c'est ça? Qui a été modifié? C'est plus ou moins ça, ouais, c'est ça. Plus petit. Okay, en fait, c'est un moteur qui est vraiment spécifique. 86, c'est pour l'alésage course. 86, c'est un tout petit moteur du coup qui prend place très bas, qui baisse le centre de gravité et qui fait qu'elle a un comportement qui est vraiment unique, une direction qui est très précise. C'est difficile à expliquer, mais moi je l'appelle ma boîte à sourire. C'est vraiment, j'ai jamais rencontré ça, j'ai jamais connu ça dans une voiture. C'est mon daily. Je vais au travail avec tous les matins. C'est ton daily quoi, tu vois. Je lui ai mis, depuis que je lui ai mis presque 15 000 bornes. Wow. Et tu l'as depuis fin de l'année dernière. C'est ça. Donc tu roules. Et c'est que du bonheur. Je suis allé en Allemagne avec, je suis allé essayer du coup voir ce que ça donnait sur les autobahns. Tu t'es fait une petite pointe. Avec les pneus d'origine. Où tu m'as dit que déjà à 130 c'est un peu dangereux. À 230 c'est beaucoup plus dangereux. Donc 230 le fait. Non, j'ai fait 224 ou 226. Okay. Mais c'est impressionnant parce que elle n'est pas faite pour ça. Ouais. Du coup on sent qu'elle peut décrocher. Et c'est ce qui m'a poussé à faire 2-3 modifications pour qu'elle soit un peu plus sûre. De base, elle est montée comme une Toyota Prius, c'est-à-dire qu'elle est montée en 215 17 pouces. C'est une volonté des designers et des ingénieurs pour que la voiture ne tienne pas la route.
et que du coup, en déconnectant l'ESP et en mettant un coup de volant, elle part tout de suite en drift. C'est une volonté, c'était dans le cahier de charge de base. Et toi, quand tu l'as acheté tout de suite, en plus, il pleuvait. Moi, je l'ai récupéré à Paris et habitant sur l'île, j'ai fait presque 3 heures de route dans les bouchons sous une pluie torrentielle. Et j'ai vite compris que c'était pas une rumeur et qu'effectivement, elle tenait pas très bien la route. Tu les as changés, mais pas tout de suite non plus. Non, j'ai attendu. Là, ils ont un gros 1 mois les pneus, 1 mois et demi peut-être. J'ai changé parce que j'avais déjà un petit peu de mal avec les jantes d'origine qui sont très sages, je trouve. Ouais. C'est des jantes à 16 branches, il me semble. C'est très joli, mais je trouve ça un peu sage. Et je voulais lui donner ce côté bodybuildé japonaise en mettant des boudins un peu plus gros, un peu plus larges et des jantes qu'on voit souvent sur des GTR. C'est vrai que le dessin aussi du pneu. Et j'ai mis des pneus spécifiques japonais du coup pour garder l'esprit de la marque. Et j'ai monté des pneus Yokohama. On dirait presque qu'il y a des cales, enfin c'est beaucoup plus large. Alors effectivement, les jantes sont beaucoup plus larges que d'origine. Et les jantes d'origine ont un gros retrait, je trouve. Il manque le déport. Ouais. Là c'est que très du joli, coup j'ai comblé. C'est à à fleur. Quoi. Ouais. Donc ça c'est le petit détail que tu as changé. Et j'ai mis 4 mois à trouver ces jantes parce que je voulais du ton sur ton. Ok. Et déjà que c'est pas facile de trouver la bonne gamme de gris, et encore moins le ton sur ton parfait. Ah mais là franchement ça marche très très bien. Je trouve ça pas mal. On va faire un petit tour derrière au niveau du coffre parce que encore une fois c'est ton daily donc c'est ça. Tu l'utilises. Tu m'as dit finalement il y a de la place dans le coffre. Alors étonnamment il y a énormément de place et même à l'arrière une personne d'1m70 peut s'installer. Bon derrière moi c'est impossible parce que je suis grand, mais quelqu'un qui est à un gabarit normal peut s'installer derrière. Ma femme a déjà fait des voyages à l'arrière et ça se passe très bien parce que les sièges sont très bas, ils sont très profonds. Ouais. Du coup, on n'a pas la tête qui tape et on est relativement bien. C'est ce qu'on se disait, un peu comme une Audi TT ou une 900, c'est quand même bien d'avoir ces 2 places par rapport à une MX-5 ou une Smart Roadster. T'as plus de place là que dans une TT ou dans une 911 parce que les sièges sont beaucoup plus bas. Dans une TT, j'ai un copain qui en a une, tu peux pas t'installer derrière. Et là, ça dépanne vraiment. Ça dépanne et tu peux rabattre la banquette complètement, elle se met entièrement à plat et du coup, tu as pratiquement 2 mètres de profondeur. Donc c'est très pratique. Ah cool. Tu peux presque transporter des choses avec. En fait, ça a été étudié pour que tu puisses baisser la banquette, mettre tes 4 pneus ou ta deuxième monture de pneus, aller sur le circuit et revenir avec. Donc ce coffre il est aussi fait pour ça, quoi. C'est réfléchi. Donc il n'est pas, de prime abord, il n'est pas très profond. C'est un musée en fait. J'en ai profité pour ramener les petits goodies que j'ai parce que c'est une voiture qui m'a fait rêver pendant longtemps. J'ai vécu en Chine pendant quelques années et je la voyais beaucoup parce qu'il y en avait beaucoup en Chine et je l'ai surtout découverte au Japon. Et en rentrant en Europe, je me suis dit quand même, cette voiture, elle me titille, j'arrête pas de la voir. Je vais essayer de voir si je peux en trouver une. Et j'ai réussi à en trouver une. De toute façon, on va en parler de tout ça. Donc là, tu as la miniature, c'est exactement la même config. J'ai cherché, j'ai mis du temps à la trouver, mais j'ai trouvé exactement la même, avec la même configuration intérieure. Bon, il y a juste le volant qui est du mauvais côté, mais... C'est stylé, c'est en... Alors ça, c'est une petite trouvaille que j'ai réussi à avoir. C'est le bouquin que tu avais quand tu commandais ta GT chez Toyota. Donc tu l'avais pas de base, tu l'as retrouvé après sur Internet. Je l'ai trouvé sur Internet et en gros quand tu as ton bon de commande, ton bon de livraison, pour attendre pendant 6 mois, et tu as ta lecture où en fait il t'explique absolument tout. Avec des trucs kawaii. Bien sûr, mais il t'explique surtout, on en parlait de la fameuse 2000 GT qui reprend le dessin. On s'en rend vraiment compte là. C'est un super bouquin qui t'explique absolument. Tu vois, on retrouve encore cette idée du thé partout. Ce qui est quand même fou, c'est qu'avec les passionnés qu'il y a derrière et tout ton travail de recherche, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Alors, je suis persuadé que quelqu'un va savoir dans les commentaires. Faites-vous plaisir. Mais j'ai pas trouvé. Et même dans ce bouquin, je n'ai pas trouvé. Il le mentionne et tu vois, tu le vois partout. Le thé est vraiment partout. Le 86 et le thé est hyper présent. Mais on ne sait pas. Tu as de la chance aujourd'hui, notre partenariat c'est avec Elf et tu as un truc qu'on n'a encore jamais montré, c'est le hoodie Elf. La nouvelle gamme, voilà, on va le sortir. Je te laisse, on est heureux de te l'offrir parce qu'il sponsorise cette vidéo. Super. Tu sais, les huiles Elf qui sont la gamme HTX pour les modèles de soit Youngtimer, soit Chrono. Alors ça, c'est pas forcément la définition pour ta voiture, mais je sais que tu as une Simca aussi. J'ai une Simca et j'utilise déjà un bidon de 5 litres, il pèse là, d'un seul bras. Du coup, je vais être obligé d'acheter une Youngtimer. Voilà. Mais il y a toute la gamme. Voilà, on peut aller aussi pour découvrir. Alors tu vas voir, c'est leur tout nouveau hoodie, je te laisse ouvrir, mais je pense qu'il va bien aller avec la voiture, parce qu'on en avait déjà offert, sponsorise souvent, et celui-là,
Tu vois, il est tout noir et on reprend. Quand il y aura des rassos, tu vois. Ouais, tu vois. Ah, c'est joli, hein, ça a l'air bien que la... Et il reprend, je crois, en 1985, je crois que c'était la F1 d'Ayrton Senna. Oui, c'est exactement ça. Voilà, tu vois. C'est la Lotus 97T. Ouais. Et tu vois, et ça c'est vachement bien, c'est fait en France, c'est fait à la main, c'est de très bonne qualité. Vous pouvez aller sur My Elf Store. Un lien en description. Voilà, vous retrouverez toute la collection. Et on est heureux de te l'offrir et on remercie. Merci Elf. beaucoup. Attends, alors, on n'a pas parlé de la conso. Ça c'est fou ça. Et souvent, maintenant, en ce moment, j'oublie dans les commentaires, ils disaient la conso. J'allais te le poser en roulant, mais Est-ce qu'on parle de conso quand on parle de plaisir? Je ne sais pas. Bah, c'est ton daily, c'est ça qui est cool en fait aussi. C'est mon daily et c'est un petit moteur en fait. Ce n'est qu'un 2 litres. Du coup, quand tu conduis daily, cool, tu es aux alentours de 7 litres 5, 8 litres au 100. Et j'ai une conso moyenne de 9 litres 5. Donc c'est pas aberrant. Alors, je vais pas faire de bêtises, faut juste que... Là, tu vas être raide comme la justice. Ok, ouais. Hop, merci. Tu vois, on est très bas. Ah, c'est cool. Moi, j'adore ça, j'adore ça. Il y a un truc qui est très drôle, c'est que l'ingénieur en chef voulait être capable d'éteindre sa cigarette quand il était assis dans la voiture, de l'éteindre sur le bitume. Du coup, tu peux toucher le bitume. Attends, j'essaye. Hop. Effectivement. T'es plus bas qu'une Porsche. Ah ouais. Bon, on va un peu parler de l'histoire de cette voiture et surtout de ton histoire avec cette voiture. On a un peu parlé avant, t'étais beaucoup en Chine et t'étais beaucoup au Japon. C'est ça, je suis parti vivre en Chine avec ma femme il y a de ça, on est rentré il y a maintenant 2 ans. Et donc on a vécu 4 ans en Chine. Faut savoir qu'en Chine, en tant que Français, pour avoir son permis, c'est très compliqué. Il faut que tu repasses un permis chinois. Tu m'as dit c'est quasi impossible. Bah, il faut soit être très motivé, soit vraiment avoir le temps, mais c'est très très compliqué. Du coup, j'ai pas du tout conduit pendant 4 ans. Et par contre, il y a énormément, en Asie, il y a énormément de véhicules. Et il y a beaucoup de véhicules de prestige et il y a aussi beaucoup de japonaises, vu qu'on est à côté du Japon. Et j'ai vu cette Toyota, c'était la première fois que je la voyais. Je l'ai vu 1 fois, 2 fois, je me suis dit, il est intéressant ce modèle, il n'est pas commun. Et je l'ai vraiment découvert la première fois que je suis allé à Tokyo pour le travail, où j'en ai vu une qui était garée à côté de mon hôtel. Elle était grise ardoise, intérieur Alcantara rouge, c'est-à-dire celle-là. Et je l'ai vue et je me suis dit, waouh, mais ça c'est de la bagnole. Et je me suis mis en tête d'essayer d'en trouver une en France quand je rentrerai. On n'est pas rentré tout de suite. Mais en rentrant, je me suis décidé à essayer d'en trouver une. Je suis passé par un site spécialisé qui fait de l'import de véhicules, parce que c'est un véhicule qu'on trouve assez facilement en Allemagne et en bon état et pour des prix plutôt intéressants. Celle-ci vient de Belgique, je l'ai fait importer et j'ai trépigné d'impatience de la recevoir parce qu'ils ont mis presque 2 mois à me la livrer. Et il faut savoir que je n'avais jamais essayé cette voiture avant de l'acheter. C'est ça, tu ne l'as jamais essayé, t'es parti la récupérer, alors elle était en Belgique mais après elle est venue à Paris, et t'es parti la récupérer à Paris et tu l'as acheté, tu l'as jamais essayé. Enfin, je t'ai jamais monté dedans. Pour une voiture comme ça, en plus que t'as rêvé... Je savais que, bon étant grand, je suis 1m92, je savais que pour les grands gabarits, il n'y avait aucun problème, heureusement. On est bien dedans, hein. Franchement on n'a pas encore parlé depuis avant, mais on est bien dedans. Hein. Elle est très agréable, tu vois, j'ai fait 3 heures d'autoroute là pour venir. Elle a ce côté sportif où le moteur est présent, mais une fois que la 6e est enclenchée, les sièges sont très confortables, la boîte est très agréable, c'est simple. Parce qu'effectivement, depuis avant, je regarde un peu, on n'a pas dépassé les 3000 tours. Ouais. Elle fait pas de bruit. Elle fait pas de bruit. Elle n'est pas inconfortable, non. Loin de là, elle n'est pas tape-cul. Tu peux l'utiliser au quotidien. Les sièges font énormément. Ils sont très enveloppants, ouais, ils sont très confortables. Il y a un espèce de petit maintien doux sur le début. Ouais. Et là, honnêtement, même avec ta ligne et tout... encore une fois, je respecte les 3000 tours minute. Dès que tu vas passer au-dessus, ça pousse et tu sens qu'il y a une poussée parce que c'est un moteur qui est très linéaire, c'est un moteur atmosphérique, et tu sens que la ligne se réveille. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire et qu'on a du mal à faire ressentir en vidéo, c'est la position de conduite, qui est absolument parfaite. J'ai essayé beaucoup de voitures dans ma vie, j'ai rarement vu un véhicule qui est aussi bien pensé. Tout tombe sous la main. Le volant est tout petit. Ah, il est petit. C'est le plus petit volant que Toyota ait jamais fait. C'est vrai. Mais il est très agréable et il faut savoir qu'il est en daim. Il est pas c'est en cuir de daim. Ce qui est joli aussi, c'est le compteur. Là. On va le voir un petit peu monter là pour le coup.
pas trop. Non. C'est juste ce qu'il faut comme bruit. Ouais. C'est pas dérangeant. Et on sent que tout est précis. Le moteur, C'est ça. la boîte, au niveau du châssis, on sent que tout est au millimètre, quoi. Il y a vraiment un travail qui a été fait sur le plaisir de conduite. On pourrait dire que 200 chevaux, c'est pas assez, qu'elle manque un peu de couple. On n'a pas, sincèrement, pour l'instant, je ne me suis pas lassé. J'ai pas l'impression d'avoir besoin de plus, tellement c'est bien pensé. La position de conduite est extraordinaire, le volant, le tombé dans le volant est parfait. Si on veut faire du drift, le frein à main est juste là, il y a juste à tirer. Je t'ai déjà amusé à essayer un petit peu. Beaucoup, ouais. beaucoup. Et ça marche vraiment bien, c'est rigolo. En fait, il suffit de déconnecter ces 2 boutons. Et tout est fait pour ça, c'est incroyable. Et là, pour avoir une nouvelle voiture. Tu vises sur les 2 doigts. Tu peux les déconnecter et juste en mettant un filet de gaz, tu vois, elle sent tout de suite. Ouais. Et encore, elle accroche beaucoup plus avec ses pneus. Avec ses pneus, ouais. Mais non, c'est très joueur. Et elle n'est pas piégeuse. Pas du tout. Okay. C'est très simple à reprendre. C'est génial. C'est vraiment un concept unique, je trouve. Est-ce que tu as quelque chose à lui reprocher à cette voiture? On arrive sur la fin. Non. Pour l'instant, qu'est-ce que je pourrais lui reprocher? Honnêtement, pas grand-chose. C'est vraiment, tu vois, moi, elle me procure un plaisir. C'est extraordinaire. Dis le matin quand tu dois aller au taf directement. C'est tout simple. Mais tu l'as le sourire, c'est ça qui est beau, tu vois. Moi, j'adore ce véhicule. Il me procure vraiment des sensations. Et il y a tout ce côté. Je saurais pas t'expliquer, mais c'est vraiment. Elle est unique. Elle a une façon de se conduire qui est unique. Elle est hyper plaisante, elle est hyper agréable. C'est un petit jouet. Je trouve que c'est une belle façon d'entrer dans le monde du sport automobile. Je le disais par rapport à notre génération qui a grandi avec les Need for Speed, Fast and Furious, et voilà, c'est une voiture japonaise, t'achètes aussi un bout de tout ça, je trouve. C'est un bout d'histoire, un bout du Japon, et cette culture jusqu'au boutiste, le Kaizen, tout ça. Vrai. C'est une belle... je trouve que on a le cahier des charges, la philosophie japonaise est complètement respectée. Oh. Et ça se trouve maintenant aux alentours de... Pour 22 000 €, on a un beau modèle en occasion. Je trouve que c'est pas déconnant. Ouais, c'est pas déconnant. 20 000 € quand tu vois les voitures d'aujourd'hui. C'est-à-dire que soit tu as une Polo neuve en concession, soit tu te retrouves avec ça et tu fais du drift. Tu fais du drift et ça te procure un plaisir. Et tu livres du tofu. Ouais. Merci en tout cas. Ça aurait pu être encore beaucoup plus long parce qu'on est au téléphone. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on a déjà fait un gros point sur cette voiture. Ça faisait longtemps que je voulais la faire. Je suis vraiment content. Merci d'être venu parce que tu viens de Lille. Merci pour l'invitation. Et puis on te souhaite beaucoup de bonheur avec cette voiture. On espère que tu l'auras encore longtemps. Si tu as d'autres voitures, n'hésite pas à venir. Je viendrai avec grand plaisir. Vous aussi, n'hésitez pas à venir. C'est très simple. Vous envoyez par mail. N'oubliez pas dans le mail de mettre l'objet avec le modèle de la voiture parce qu'on en a beaucoup en retard. Et c'est petiteobservation@gmail.com. Merci d'être abonné à POA. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci. Merci. Ciao.